Alors si l'auteur de la librairie handsfree.js, littéralement mainlibre.js, tient ostensiblement les mains devant lui, c'est pour vous montrer qu'il va contrôler son jeu sans avoir recours ni à un clavier ni à une souris, simplement en détectant les mouvements de son visage. Vous avez vu avec la souris, il déplace son curseur et quand il est sur une carte qu'il a envie de jouer, eh bien il fait un mouvement du visage qui est détecté par sa librairie. On voit tout de suite que ce genre d'application, eh bien, qui couple l'utilisation de tout ce qui est computer vision pour détecter les mouvements du visage et ce qu'elle utilisait en outre c'était robot.js, eh bien, ça va lui permettre de faire des technologies assistives pour soit si vous n'avez pas l'usage de vos mains, soit si vos mains sont prises, et qu'à ce moment-là vous êtes dans un contexte où vous ne pouvez pas les libérer, vous avez besoin de pouvoir contrôler votre souris via les mouvements du visage. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Donc vous pouvez accéder à Handsfree depuis le repo GitHub, je vous mettrai le lien en description. Alors les outils de build sont très importants dans le monde de JavaScript, notamment en front. Et bon, on connaît tous Webpack, Parcel, donc qui le concurrence depuis quelques années. Eh bien, il y a un petit dernier, enfin en tout cas il n'est pas si nouveau que ça puisqu'il est déjà en V2.14.3, qui a un atout de plus dans sa manche, c'est le fait qu'il vous dispense quand vous êtes en dev de rebuilder. Et en fait, il compte sur le fait que les navigateurs modernes, ils reconnaissent très bien les packages JavaScript. Et donc, l'auteur a eu l'idée d'en tirer profit pour vous dispenser quand vous êtes en dev de votre phase de build. Et vous voyez, c'était un confort énorme quand on a vu arriver Webpack il y a quelques années, qui nous permettait, notamment avec ses plugins, avec son serveur intégré, son serveur de dev, à chaque sauvegarde de notre code, de voir le code rebuilder automatiquement, puis recharger dans le navigateur pour voir le nouvel état de notre application. Et bien là, ça va plus loin, puisque ça vous permet d'économiser une phase de build qui fait que quasiment, quand vous sauvegarderez votre code, vous avez les modifications qui sont affichées ensuite quasiment immédiatement. L'auteur qui est derrière en tout cas le lead développeur qui est derrière ce projet, c'est Fred Schott, et son projet a tapé dans l'œil de pas moins que Rich Harris, qui est donc l'auteur de Svelte et de Sapper, qui va donc dans la prochaine version de Svelte utiliser Snowpack pour rendre la création de vos applications Svelte encore plus développeur-friendly. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à Snowpack, en tout cas à le garder dans un coin de votre esprit, et si vous êtes développeur Svelte, eh bien vous allez de toute façon vous en servir très prochainement en remplacement, en tout cas en complément de Rollup ou Webpack. J'ai assuré récemment une formation présentielle sur Svelte et Sapper, et quelle n'a pas été ma surprise. Bon, je le disais en formation que c'était pas encore un 1.0, donc la date de sortie n'était pas annoncée, là maintenant la date de sortie à l'officiel, c'est jamais. Donc il n'y aura jamais une V1 de Sapper. Alors, que ceux qui connaissent Sapper et qui l'apprécient pour tout ce qui est server-side rendering et routage se rassurent, en fait ce qui est présent dans Sapper va être intégré dans Svelte. Et c'est pas gênant du fait que Svelte étant un compilateur, eh bien c'est pas grave que Svelte grossisse, puisque au bout du compte, vous allez ensuite compiler votre application, et si vous n'avez pas utilisé tout ce qui est propre à Sapper, ce sera de toute façon dégagé, vous aurez un build de petite taille. Si vous comprenez bien l'anglais, je vous invite à regarder la vidéo, elle est très intéressante, elle fait une vingtaine de minutes seulement, de Richard Harris, qui a sorti cette semaine. Attendez, je vous la relance pour voir si je ne vous dis pas de bêtises sur la date de sortie. C'était le 19 octobre. Donc où il annonce, et d'ailleurs où il salue vraiment Fred Schott, qu'il trouve génial. Alors venant de quelqu'un comme lui qui a créé quand même Svelte et Sapper, c'est pas peu dire. Je vous mettrai le lien de la vidéo également en lien si vous êtes assez à l'aise avec l'anglais oral, parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Il vous fait une démo complète avec la nouvelle version de Svelte. Et dans cette vidéo aussi, Richard Harris vous fera une démonstration de Svelte dans sa nouvelle version avec l'utilisation de Snowpack. Et si vous appréciez Svelte et que vous avez envie de contribuer, c'est désormais possible, alors qu'il y a quelques mois à peine, lors d'une FAQ, il avait dit que non, c'était absolument pas d'actualité. Alors les SSG, les Static Site Generators, ils ont vraiment le vent en poupe depuis quelques années, depuis 2017, du simple fait qu'on sait qu'il n'y a pas plus rapide qu'un site statique. Bon, le problème d'un site statique, c'est que à part faire un site présentiel, ça sert pas à grand chose de plus. Nous, on a envie d'avoir du dynamisme dans nos pages, on fait des requêtes vers des API REST, on a des routes dynamiques, vous savez, quand vous avez une page avec, par exemple, je prendrais toto.com/restaurant/1/2/3/10 000, on a de nos jours souvent besoin de contenu dynamique. Eh bien, la grande force de tout ce qui est Jamstack,
Alors ça fait un acronyme de plus, mais je pense que vous en avez probablement entendu parler de nos jours. Hein, si ce n'est pas le cas, je vous mettrai le lien également de ce site, jamstack.wtf. Les anglophones savent ce que ça veut dire, WTF. Et ça vous montre le fait que, bon, Jamstack, pourquoi Jamstack? Simplement parce que c'est JavaScript, couplé à des API, couplé à n'importe quel outil de markup qui vous permet de générer un site statique. Et bien maintenant, bon, les générateurs de sites statiques les plus connus, ben, ça a été Gatsby, Next.js et Hugo. Et bien depuis peu, les développeurs Angular ont maintenant eux aussi leur Static Site Generator. Donc ça leur permettra également de rentrer dans le monde de la Jamstack. Et l'avantage par rapport à Angular Universal, c'est que vous n'avez rien à faire. Vous développez votre application avec Angular de base et ensuite, il vous suffit de jouer une ou deux commandes pour pouvoir générer votre site statiquement. Alors on va aller sur le GitHub de Scully et vous avez décrit tout de suite l'énorme avantage de ces sites statiques tout en ayant la possibilité d'avoir du contenu dynamique. C'est ça l'avantage des deux, c'est que vous avez le meilleur des deux mondes. C'est qu'il vous permet de pré-rendre les pages que vous aurez écrites de manière traditionnelle en Angular pour obtenir à l'arrivée des pages HTML et ensuite des pages du contenu statique, des pages statiques pour chacune des routes possibles sont générées. Alors l'avantage énorme, c'est que vous avez de bien meilleures performances, c'est-à-dire que votre page, le premier affichage de votre page est extrêmement plus rapide. Et donc, quand on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent leur smartphone pour surfer sur vos applications et vos sites web, eh bien ils n'ont pas toujours forcément la 4G. Quand vous faites des tests notamment en 3G, vous voyez que l'affichage d'un site statique est pas instantané, mais en tout cas extrêmement plus rapide. Au bout d'une ou deux secondes, vous avez déjà du contenu, alors que parfois, sur un site qui ne sera pas généré statiquement, ça peut prendre 7-8 secondes et plus. Donc dites-moi en commentaire si la Jamstack, ça a retenu votre attention. On en entend de plus en plus parler ces dernières années. Jusqu'à présent, hein, c'était surtout les développeurs React qui étaient mis sur le devant de la scène. Et maintenant, avec Scully, l'ajout de Scully à un nouveau projet Angular existant se fera simplement à l'aide d'un ng add, pour reconnaître le ng propre Angular CLI, et ensuite vous demandez l'ajout de add scully.io/init. Donc il n'y a pas de configuration compliquée, il n'y a rien de particulier à faire. Et ensuite il vous suffira de faire un ng build --prod. Ça c'est pour builder de manière classique, on peut dire, votre projet Angular. Et ensuite, une fois que le build a été généré, vous suffira de faire un npm run Scully. Donc vous avez vu, il n'y a pas grand chose de plus à faire par rapport à une application Angular de base. Donc dites-moi en commentaire si la chose vous intéresse de faire du Jamstack dans le contexte d'Angular. Alors la nouvelle version 1.5 de Deno est sortie. Ce sera une version beaucoup plus rapide, puisque maintenant, Deno Bundle va vous faire du tree shaking pour se débarrasser du code qui n'est pas utilisé, ce qui le rend jusqu'à 15 fois plus rapide. On n'est pas dans les petits chiffres, les petites améliorations. Bon, pour ensuite, ce qui vous intéressera davantage, c'est que vous aurez quelques petites commandes supplémentaires pour interagir avec l'utilisateur. Bon, les commandes auxquelles on est habitué côté front, sauf que là, elles se feront côté serveur, hein, alerte, confirme, et prompt, pour informer l'utilisateur ou lui demander d'interagir, d'ajouter du contenu. Mais surtout, ce qui sera plus intéressant pour le dev au quotidien, c'est que maintenant, vous avez davantage d'autocomplétion. Voilà, au niveau du REPL, eh bien, vous aurez la possibilité, avec Tab, de pouvoir obtenir l'autocomplétion plus facilement. Vous avez une coloration syntaxique aussi plus sympa pour rapidement rendre votre code plus lisible. Et vous avez la possibilité également, c'était une nouveauté d'ECMAScript 6, d'ECMAScript, pardon, pas 6, c'est peut-être 2020. En tout cas, la possibilité d'utiliser async await sans être dans le contexte d'une fonction, parce que vous avez vu avec async await d'ordinaire, il faut que vous ayez une fonction, vous préfixez la fonction de async, vous mettez le mot-clé async devant la fonction pour préciser qu'elle va retourner une promesse, et ensuite dans la fonction vous avez un await. Et bien là maintenant, il est possible, ça c'est une nouveauté d'ECMAScript, c'est certain, mais dans le cas de Deno, on peut utiliser, vous avez vu, on peut utiliser await devant un fetch, alors qu'on n'est pas dans le contexte d'une fonction. On n'est pas obligé d'utiliser une immediately invoke function expression, par exemple une IFI, comme ils le disent ici. Alors j'aime bien régulièrement vous montrer des packages qui ont un énorme succès, et bon, pour montrer que c'est pas nécessaire d'avoir la nouvelle idée de start-up qui va tout révolutionner. Vous avez vu, un outil comme Sharp est téléchargé plus d'1 million de fois. Et à quoi il sert Sharp? Eh bien, il sert tout simplement, dans le contexte de Node, à pouvoir vous reformater, en tout cas de pouvoir vous générer des images de différentes tailles à partir d'une image de plus grande taille, hein, forcément, de différents formats, habituels, JPEG, PNG, WebP. Et donc ce redimensionnement est fait de manière rapide, 4 à 5 fois plus rapide que si vous utilisiez ImageMagick ou GraphicsMagick. C'est possible grâce à cette librairie Sharp. Et vous pouvez voir qu'elle est, vous permet de chaîner
des fonctions qui sont très lisibles, on comprend tout de suite ce que ça fait, hein. Là, vous lui passez l'image sur laquelle vous voulez jouer, vous pouvez utiliser Rotate, bon, on devine bien que c'est pour la faire pivoter, vous pouvez la redimensionner hein, en indiquant la nouvelle taille que vous voulez, mais un toolbuffer, ça vous permettra de l'envoyer sous forme de flux, hein, probablement, et ensuite, voilà, eh bien, vous pouvez récupérer votre donnée ou bien catcher s'il y avait un problème. Là, évidemment, on peut utiliser également Async Await, bon, je vous laisserai découvrir la chose. Pour encore profiter de toute la puissance de WebGL, si vous aimez notamment les origamis, eh bien, vous allez pouvoir jouer avec cet outil, Origami Simulator. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que vous pouvez eh bien, voir les différentes étapes, en tout cas déplier un origami pour voir comment il a pu être créé. Donc je vous laisserai jouer avec les exemples. Il y en a beaucoup. Et enfin, je ne sais pas si vous êtes joueur d'échecs, dites-le en commentaire. En tout cas, je joue plus suffisamment parce que c'est le même genre d'effort, je trouve, la programmation que les échecs. Donc quand je suis fatigué, j'ai pas tendance à enquiller sur une partie d'échecs, mais c'est toujours avec plaisir que je vois des choses consacrées aux échecs. Il y a cette mini-série. Je pense que même sans être joueur d'échecs, vous l'apprécierez. Donc le jeu de la dame, c'est un jeu de mots. En anglais, c'était The Queen's Gambit. Et c'est une mini-série, donc l'avantage c'est que vous n'êtes pas parti pour regarder X saisons et puis attendre à chaque fois qu'elle se termine. Bon, il y a toujours les joueurs d'échecs qui vont reconnaître que chaque titre est un clin d'œil aux jeux d'échecs. On commence une partie par les ouvertures, par les échanges, vous en faites couramment dans les parties, puis en doublé. C'est pas très positif ça par contre, on perd un peu de contrôle, milieu de partie, milieu de jeu, les fourchettes, hein, pour ceux qui... On en fait beaucoup avec les cavaliers, avec les faux aussi, bon bref. Voilà, le dernier épisode s'appelle Final, évidemment. Donc, si vous aimez les échecs, ou si simplement vous avez envie de voir une série très sympa qui se passe dans le contexte de la guerre froide, eh bien, le jeu The Queen's Gambit devrait vous plaire. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Vous pouvez voir les précédents épisodes de Planète Dev pour assurer en vidéo votre veille techno. Et à bientôt!